Logique. Ça veut dire, je prends quelque chose de très simple, il y a 500 ans, les forêts couvraient le monde. Alors on a coupé, coupé, coupé. Il en reste assez peu. Mais qu'est-ce qui est l'importance de cela? Je ne parle pas de cela comme qualité de vie. Bon, ça, ça va sans dire. Ça nous appauvrit. Mais je parle de ça comme problème économique. Comment est-ce qu'on gagne du grand profit dans le capitalisme? Un élément absolument central au grand profit, c'est de faire payer des coûts importants par quelqu'un à l'extérieur de l'entreprise. Ça s'appelle l'extériorisation des coûts. Hein? Oui. Alors, comment est-ce qu'on extériorise? Par exemple, on coupe les forêts sans replanter, etc. Bon, donc ça c'est élément important. Maintenant, on est arrivé à un point dans le monde entier où il y a une crise écologique, biologique, hein, c'est-à-dire de persistance de vie, etc. Il faut faire quelque chose. Alors, deux possibilités. Soit les gouvernements le paient d'une manière ou d'une autre, ce qui hausse énormément les coûts de financement des gouvernements, crée des crises fiscales, etc., à travers le monde. Soit on exige aux entreprises de les payer par des lois, et à ce moment-là, les gens disent dans les entreprises, mais à ce moment-là, on ne peut plus faire des profits. Ils ont raison. Ils ont absolument raison. Alors oui. Ça, on est coincé. On est vraiment coincé. Ça fait encore un deuxième élément dans la crise générale. Il faut revenir sur l'aspect du désordre. Oui, ah oui, oui. Il ne faut pas l'oublier. Bon, je viens au désordre. Bon, un troisième élément. Depuis 150 ans, même 200 ans, depuis la Révolution française plus ou moins, on a monté dans le système monde une idéologie centrale qui s'appelle le libéralisme, qui nous dominait tous, et même les autres idéologies soi-disant antagonistes au libéralisme, le conservatisme d'un côté, le socialisme de l'autre côté, se sont accoutumés pour se faire vraiment des variantes du libéralisme. Alors, qu'est-ce qui nous promettait le libéralisme? Le libéralisme, c'était précisément, pour revenir à ta première question, une idéologie optimiste. Il disait essentiellement, tout irait bien mieux dans l'avenir. Et comment? Pourquoi? Parce qu'on va utiliser l'État pour faire des réformes nécessaires peu à peu, à peu, à peu. Et bon, sinon vos enfants, vos petits-enfants, etc., vont vivre mieux. Cette idéologie optimiste était très séduisante. Et ça séduisait non seulement les gens au pouvoir, mais les gens que j'appelle les gens des mouvements antisystémiques. Eux aussi croyaient et étaient sûrs qu'avec un peu plus d'effort, d'une manière ou d'une autre, on arrive au pouvoir, on va transformer le monde par ici et par là. Oui, mais ça se justifiait parce que la société sortait d'une période de privilèges. Oui, précisément, et au début, pendant 150 ans, ça pouvait séduire le monde. Mais effectivement, historiquement, qu'est-ce qui s'y était passé? L'idéologie, originellement, s'est érigée face aux classes dangereuses européennes, qui étaient le nouveau prolétariat, qui s'est érigé au début du 19e siècle, qui menaçait l'autre, et il promettait à ces gens, bon, calmez-vous un tout petit peu, on va vous donner peu à peu le suffrage, on va vous donner peu à peu l'état du bien-être, et on va vous faire sentir mieux vis-à-vis des autres, un peu de nationalisme, un peu de racisme vis-à-vis du tiers-monde, et comme ça,
ils ont pu accalmir la classe ouvrière européenne, nord-américaine, etc. pendant le 19e siècle. Au moment de la Première Guerre mondiale, on pouvait dire que le problème était plus ou moins résolu. Alors, venez... Non seulement par des promesses, mais aussi par la répression. Bon, la répression, Au 19e siècle, il y a eu beaucoup, mélange, il y a eu évidemment. beaucoup de révoltes. Oui. Mais toujours, la répression pure, ce que conseillaient certains, ne marchait pas. Et on voyait qu'il fallait faire les deux à la fois, et il fallait leur donner quelque chose, réellement. C'est-à-dire, je ne nie pas que les classes ouvrières européennes ont profité à travers le 19e siècle, et surtout à travers le 20e siècle, d'une amélioration intéressante de leur situation. Hein? Évidemment, ils n'arrivaient pas à être de grands bourgeois, mais ils vivaient mieux. Ils vivaient mieux. Mais ça veut dire qui ne vivait pas mieux, c'était les mêmes gens au tiers-monde. Et à partir de la Première Guerre mondiale, ces gens se disaient, nous aussi, nous voulons être dans le bain. Alors venait le libéralisme, deuxième format, le libéralisme wilsonien, en disant, bon, vous aussi, vous serez dans le bain, pas seulement les classes ouvrières européennes. Quoi? On va vous donner l'autodétermination, ça c'est le suffrage universel. On va vous donner le développement économique des pays sous-développés, ça c'est le bien-être, etc. Bon, évidemment, on ne peut pas vous donner un objet de dédain extérieur, parce qu'il n'y a pas de tiers-monde pour le tiers-monde. Au début, ça marchait bien aussi, et surtout dans la période après la Deuxième Guerre mondiale, pendant 25 ans, il y avait une grande expansion économique mondiale, tout le monde en profitait un tout petit peu, même dans le tiers-monde. Et ils ont reçu l'indépendance, ils étaient colonisés, ils ont reçu un début de développement économique, ils se sentaient mieux. Mais évidemment, le coût d'une amélioration réelle de leur vie, ça c'était trop. Parce que c'est tout à fait simple. Il n'y avait pas de tiers-monde pour le tiers-monde. Il y avait le tiers-monde pour les classes ouvrières, mais il n'y a pas ni des gens à exploiter à l'extérieur, ni des gens à être hors circuit. Et dans les 25 dernières années, peu à peu, les gens se sont rendus compte que la possibilité d'arriver à cette mythe libérale d'une amélioration énorme de la vie de tout le monde n'existe pas. Et c'est de ça la grande déception. Non seulement avec les grands du monde, les meneurs du monde capitaliste, mais aussi avec les mouvements antisystémiques qui leur ont promis, si vous nous mettez au pouvoir, nous allons changer tout. Mais ils n'étaient pas dans leur pouvoir. Alors la déception populaire se montrait avec la plus de clarté à deux moments clés, 68 et 90, à 89. En 68, il y avait la rébellion généralisée un peu à travers le monde, à la fois contre le pouvoir dominant des États-Unis et son pouvoir de collusion, l'Union soviétique, mais aussi contre tous les mouvements antisystémiques pour ne pas être suffisamment antisystémiques, pour ne pas avoir réalisé leurs promesses. Et à mon avis, le 89, c'est le point culminant de cette désillusion. Et maintenant, tu me demandes le désordre. Et le désordre provient précisément de cela. Tu as parlé un instant du libéralisme. Oui. Et tu considères en quelque sorte que le libéralisme a toujours été en vigueur pendant toute cette période, même pendant la période où on dit qu'il y avait l'État-providence, le keynésianisme, tout ça, tu penses que malgré tout c'était toujours... Ça c'est le libéralisme. Le libéralisme. Il ne faut pas confondre la mythologie du libéralisme avec la réalité du libéralisme. Le libéralisme n'est ni le laisser-faire, ils sont parfois pour le laisser-faire, parfois contre, ni le constitutionnalisme. Le libéralisme, c'est le réformisme, c'est la promesse que peu à peu, rationnellement, avec l'aide des spécialistes et des gens éduqués, on va améliorer le monde.
Et c'est finalement une idéologie très pro-étatique, parce que l'État devient l'instrument d'un libéralisme éclairé et intelligent. Le keynésianisme, c'est simplement une forme de libéralisme adaptée à un certain moment. D'accord. Alors, je te rappelle, tout à fait d'accord, que Keynes disait, moi, je suis le plus grand libéral. Oui, Toutes absolument. les réformes que je propose, disait Keynes, c'est pour sauver le libéralisme. Je suis libéral. Oui. Tout à fait d'accord avec toi. Mais la question, alors, serait la suivante. Qu'est-ce que c'est ce fruit qui s'appelle néolibéralisme Oui. par rapport au libéralisme Bon. d'aujourd'hui? Bon. Pourquoi ce néolibéralisme se révolte contre Oui. ce qui existait avant, s'ils sont tous les deux de la même famille? C'est pas comme ça qu'il faut analyser l'affaire. D'abord, il y avait la désillusion avec le réformisme, hein, qui fait que les gens commencent à être pessimistes, et le moment qu'ils deviennent pessimistes, ils deviennent craintifs, et le moment qu'ils deviennent craintifs, ils ne sont pas prêts à attendre tranquillement. Donc, ils commencent à faire toutes sortes de choses que nous appelons le désordre. Hein. Alors, le néolibéralisme, c'est deux choses. D'un côté, c'est une sorte de, comment dirais-je, je vais gagner mon argent quand je peux, même si le bateau tombe. Alors il y a cet élément. L'individualisme. Oui, bon. Et d'autre côté, c'est une sorte de poudre aux yeux. Alors voilà, le problème que vous agite, c'était l'État. Maintenant, on vous offre le marché comme magie. Le marché comme magie ne calme pas les gens que quelques jours. Hein. On le voit clairement dans tout le monde ex-communiste qui remettent au pouvoir les communistes parce que le marché sert. Le marché sauvage, comme on savait depuis toujours, sert bien à une toute petite minorité, mais la plupart des gens sont vraiment mis hors jeu à ce moment-là. Oui. Et c'est pas réconfortant. On ne peut pas maintenir le calme politique, plus que quelques années avec une telle idéologie, et on fait la retraite déjà. On le voit un peu partout. Je pense, à mon avis, si on regarde d'ici un siècle, on regarde vers le passé actuel, cet épisode de néolibéralisme, ça serait quelque chose de très passager. Très passager. Non. Je pense l'élément le plus important, c'est que l'effondrement de la mythologie libérale dans le sens du réformisme réconfortante, qui laisse les classes dangereuses agir dangereusement. Tout le but du libéralisme, c'était de faire entrer dans les rangs les classes dangereuses, à les faire adoucir. Est-ce que l'effondrement du communisme peut-il constituer un obstacle au développement des luttes des classes laborieuses? Parce que tant que le communisme existait, peut-être il constituait un modèle et une référence. Oui, mais modèle qui ne marchait pas, et tout au contraire, c'était une sorte d'albatros. En tout cas, je pense, pour la gauche mondiale, si c'est comme ça que tu poses la question, ça c'est du pain béni. Qu'enfin, évidemment, dans l'immédiat, pour tel ou tel régime dans le tiers-monde, ça peut, mais c'était faux l'aide de l'Union soviétique, parce que ça rentrait dans un jeu très contrôlé, un accord entre les États-Unis et l'Union soviétique. On faisait beaucoup de bruit, mais on ne faisait rien de réel. Hein? Donc, effectivement, l'aide de l'Union soviétique à tel ou tel État était aussi une contrainte, un frein, une limitation à ce qu'il pouvait faire. Je ne veux pas rentrer dans l'affaire Saddam Hussein, mais j'ai toujours
prenait la thèse que Saddam Hussein a pu faire ce qu'il pouvait faire précisément parce qu'il n'y avait pas l'Union soviétique à le contraindre de ne pas le faire. Bon ou mauvais, ça c'est autre chose, mais il était libéré de se contraindre. Oui, oui. Parlons du désordre aujourd'hui. Oui, De cette, peut-être tu utilises aussi la notion de chaos, le oui. retour du chaos, Oui. le désordre dans le système mondial et de la crise de l'hégémonie de ce système. Oui, bon, ça va avec. Évidemment, les hégémonies se succèdent dans l'histoire de l'économie mondiale. Créer une hégémonie, c'est difficile. S'effondrer, c'est plus facile qu'on ne le pense. Mais quitte à en créer une autre hégémonie,